Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir bravé la pluie. Depuis presque 4 décennies que j'essaye de comprendre le conflit israélo-palestinien, j'ai toujours lu les correspondants du Monde, évidemment, et j'ai même pas mal échangé avec certains d'entre eux. Pas avec André Semama, parce que j'étais quand même trop jeune, mais par exemple avec Patrice Claude, avec Georges Marion, avec Michel Baudrichard, avec Benjamin Barthes. Et j'ai toujours été frappé, parce que souvent dans les milieux qui sont actifs dans la solidarité avec les Palestiniens, il y a un état d'esprit critique vis-à-vis du monde, j'ai toujours été frappé quand même par les obstacles, les difficultés de cette mission de correspondants du Monde à Jérusalem. D'abord, la complexité même du conflit, qui est en soi une difficulté. Ensuite, son omniprésence, qui fait qu'il y a peu de place et de temps pour s'intéresser aux deux sociétés. On est plutôt polarisé sur les événements, quoi. Évidemment, la question de l'équilibre dans le traitement entre Israël et Palestine. Évidemment aussi la pression des lobbies. Je mets un pluriel de précaution, mais enfin c'est quand même plus l'un que l'autre, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans oublier, parce que souvent on ne le sait pas, la censure militaire, qui existe toujours et qui est plus ou moins pesante selon les périodes. Alors, la particularité de Piotr Smolar que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il a été correspondant du Monde à Jérusalem, mais c'est qu'il a publié deux éléments de réflexion sur la mission qu'il avait accomplie pendant de 2014 à 2019. D'abord un article que beaucoup d'entre vous sans doute ont lu dans Le Monde, de mémoire en août, début août, qui était un peu le bilan de son travail et des difficultés qu'il avait rencontrées dans son travail. Et puis un livre qui est ici, que je vous conseille vivement, qui s'appelle Un mauvais juif. Mauvais juif, qui est centré évidemment sur sa relation au judaïsme polonais, au judaïsme français, ce qu'est le judaïsme israélien, en Israël. Je signale qu'il écrit quand même, je l'ai vu évidemment, je ne pouvais pas ne pas le voir, il a écrit « Le judaïsme et le sionisme ne coïncident pas ou plus ». Mais surtout, il revient, enfin pas surtout, aussi, il revient dans le livre sur cette expérience à Jérusalem. Alors, avant de lui passer la parole pour qu'il nous donne la substantifique moelle de cette réflexion, je voudrais dire que je lui ai demandé si je pouvais poser cette question d'emblée. Il m'a dit oui, donc je le fais. Moi, personnellement, à titre tout à fait personnel, j'ai été très frappé par une date pivot dans son travail à Jérusalem, qui est celle du 31 mars 2018, c'est-à-dire le déclenchement de la marche du retour et de la violence extrême, je dirais, des tireurs d'élite israéliens contre les jeunes Palestiniens. Et j'ai eu la sensation personnelle, encore une fois, qu'il y avait un avant et un après. Et que le travail de Piotr Smolar après n'était plus tout à fait le même, et la manière d'écrire même, plus tout à fait la même qu'avant. Voilà, donc je vous passe la parole. La règle du jeu, vous la connaissez. Vous avez une trentaine de minutes pour introduire votre réflexion. On n'est pas à 5 minutes près, hein, on ne compte pas. Et puis ensuite, c'est nos amis qui vont vous questionner, vous applaudir, vous huer, protester. Alors, huer, si on pouvait éviter, ça voilà, serait... C'est un public très bienveillant, même quand il est critique, il l'est de manière courtoise. Ici, la courtoisie s'impose toujours. Toujours. Voilà, donc c'est à vous. Bon. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être venus si nombreux. C'est un peu intimidant. Je vois quelques visages connus et amis. Ça me fait très plaisir.
Vous avez commencé par une interpellation sur Gaza et en gros sur l'idée d'une rupture dans mon traitement, dans ma correspondance. On reviendra plus longuement sur Gaza, j'espère, peut-être dans vos questions. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de rupture dans mon traitement ou tout à coup d'évolution brutale. Même si évidemment c'est très difficile de s'auto-analyser, d'analyser son propre travail, c'est plutôt vous, les lecteurs, qui êtes les plus légitimes pour le faire. Moi, je pense qu'il y a une cohérence sur les 5 ans. Mais cela étant posé, il est évident que Gaza a été un événement absolument central et majeur au cours de ces 5 années de correspondance, où j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, de ne pas couvrir de guerre. Moi, je ne fais pas partie des journalistes qui sont shootés à l'adrénaline du conflit et de la guerre en général. Parfois, en plaisantant, je dis que je suis plutôt je suis pas un reporter de guerre, mais plutôt un reporter de paix. C'est-à-dire que j'aime bien aussi raconter ce qui est peut-être en apparence moins spectaculaire, mais qui est dans l'interstice entre les conflits. Et que ça me paraît aussi important pour décrire les complexités des sociétés. Même si, évidemment, couvrir un conflit, couvrir les épisodes de violence fait aussi partie de la définition du poste de correspondant à Jérusalem. Je voudrais d'abord vous parler, peut-être, parce que pour le coup, ça pour moi c'est une rupture professionnelle et une rupture personnelle, vous parler d'abord de ce livre. C'est-à-dire que je l'ai mûri pendant très 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 longtemps. L'envie m'en est venue déjà bien avant de m'installer à Jérusalem. C'était vraiment un livre qui a été d'abord inspiré par la découverte du parcours de mon grand-père paternel, qui a été un communiste polonais extrêmement ardent et qui s'est retrouvé dans le ghetto de Minsk en 1941, fuyant l'offensive allemande. Et dans le ghetto de Minsk, à cause de son expérience de la clandestinité, grâce à son expérience de la clandestinité comme militant communiste, dans le ghetto de Minsk, il a créé le réseau de résistance avec d'autres camarades communistes et qui a permis de sauver sans doute aux environs de 9000 juifs qui ont pu rejoindre les forêts des partisans autour de Minsk. Mon grand-père a fini sa vie, il a quitté la Pologne, il a fait les 20 dernières années de sa vie en Israël. Ce n'était pas un sioniste, il ne l'avait jamais été, au contraire, il avait plutôt, en tant que cadre communiste, dans l'après-guerre en Pologne, il avait plutôt œuvré contre le départ des Juifs de Pologne pour qu'ils rejoignent Israël. Donc ça, c'était son parcours que je voulais aussi raconter dans ce livre. Je voulais raconter aussi celui de mon père, qui lui aussi a dû quitter la Pologne après les événements de mars 68 et qui a été un militant de la cause démocratique polonaise extrêmement ardent. C'est grâce à lui que je suis né en France et que je suis français, puisque il s'est exilé, il a trouvé refuge ici. Et évidemment, le dernier parcours plus modeste, c'est le mien comme correspondant. C'est le troisième récit que je tisse dans ce livre. Quand je l'ai reçu, ce livre, physiquement dans les mains, le 15 août dernier, j'ai été très ému, je ne vous le cache pas, parce que c'était un moment de rupture pour moi professionnellement. Je tournais la page de ces 5 années de correspondance. Il y avait aussi une forme de violence intime à se raconter, parce que je suis un peu un ringard dans mon acception du journalisme. C'est que je crois vraiment que notre travail, c'est pas de se mettre à table et de raconter nos affres intérieures, mais de raconter d'autres vies que la nôtre. Et que par conséquent, en faisant exactement l'inverse de cette conception du journalisme, c'est vrai que je me brutalisais un petit peu. Mais je voulais garder quand même dans ce livre une forme de cohérence, c'est-à-dire raconter Israël aujourd'hui au travers de ce jeu de miroir entre 3 parcours, avec évidemment en arrière-fond la question de l'identité juive, puisque je suis juif, mais un juif extrêmement passif, c'est-à-dire et un mauvais juif dans le sens où je n'ai aucune culture. Je n'ai pas la culture religieuse, je n'ai pas la culture des fêtes, des références. Quand je suis arrivé je le dis souvent, quand je suis arrivé en Israël, je ne connaissais même pas les fêtes. Et c'est vraiment une chose dont je ne parlais pas du tout en public, mais je n'en avais jamais parlé non plus dans ma vie française, entre guillemets, parce que ça n'avait jamais été une facette de mon identité active. Donc le livre cherchait par un jeu de miroir à raconter aussi Israël aujourd'hui.
Et la construction du livre du coup est assez et parfois peut paraître inhabituelle et un peu déroutante, mais je pensais que c'était ça qui permettait de sans faire de récits un peu pompeux et un peu savants, qui permettait aussi de mettre en exergue l'évolution et le raidissement identitaire inquiétant d'Israël. Et que c'était ça le point le plus important qui apparaissait dans ce livre. Donc ce n'est pas un livre d'historien, parce que je ne suis pas historien, mais l'histoire est omniprésente évidemment dedans. L'histoire de la Pologne de l'après-guerre, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par mon grand-père, et puis l'histoire récente d'Israël. Ce n'est pas un livre classique de journaliste, mais évidemment, mes pratiques professionnelles quotidiennes y transparaissent. Par exemple, le souci du contradictoire, auquel j'ai toujours attaché une très grande importance, le souci d'aller voir des gens, d'interroger des gens avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Par exemple, dans le livre, vous trouverez un long récit de ma discussion avec un colon de l'avant-poste d'Amona, qui a été au centre de beaucoup de controverses en Israël, ou alors de longues discussions avec notre voisin à Jérusalem, dans notre rue, qui est un professeur de biochimie et qui représente vraiment une nouvelle génération un peu revancharde de la droite israélienne et qui considère que les élites ont été complètement accaparées par la gauche, par la gauche ashkénaze laïque. Et que donc, il me raconte, et c'est aussi une espèce dans le livre, ce sentiment de revanche et de volonté de se réapproprier à la fois le pouvoir en Israël et puis aussi l'identité israélienne, de la redéfinir et de l'accès davantage dans le judaïsme religieux. Un des aspects évidemment importants et qui a suscité pas mal de commentaires avec la publication de ce livre, c'est que donc, pendant ces 5 ans, j'ai tué mes origines. Alors je l'ai fait à la fois par continuité tout simplement avec mon existence antérieure, c'est que personne au travail, au journal ou ailleurs ne savait spécialement que j'étais juif, parce qu'encore une fois, ce n'était pas une facette active de mon identité, mais je l'ai fait aussi pour d'autres raisons. Je l'ai fait pour des raisons de sécurité en Israël, pour pouvoir notamment couvrir Gaza dont vous parliez. Il était évident qu'il valait mieux de ne pas mettre... de ne pas revendiquer ou est forte cette identité. D'abord parce que ce sont les Israéliens qui déterminent qui peut entrer à Gaza et qu'ils auraient pu prétexter de questions de sécurité pour mon propre bien, pour éventuellement ne pas vouloir me laisser entrer. Et puis, évidemment, mon travail aurait été impossible à Gaza même. Et là, c'est un point très important, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'on parle toujours de la catastrophe humanitaire qu'est Gaza, mais il faut comprendre ce que ça signifie, l'enfermement de type carcéral d'une population, et d'une population extrêmement jeune, qui n'a aucune interaction et expérience de l'altérité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous ne voyez le monde, vous ne connaissez le monde que par des écrans, mais pas par le toucher, pas par l'odorat, pas par l'ouïe directement. Et que par conséquent, que ça soit des citoyens lambda ou a fortiori des responsables du Hamas que je voyais régulièrement ou d'autres factions, si j'étais clairement identifié comme le journaliste juif, en fait notre conversation implose dès le début. Elle devient impossible parce que immédiatement la moindre de mes questions est analysée et perçue à l'aune de cette origine. Et ça aurait trop compliqué mon travail. Et puis évidemment, la dernière dimension, c'est que je ne voulais pas que la perception de mon travail aussi soit complètement parasitée. C'est-à-dire qu'immédiatement qu'on analyse, bien sûr en France, mais en Israël, peu importe, qu'immédiatement qu'on analyse chaque article à l'aune de cette origine. Ah oui, mais alors s'il parle de ça, c'est parce que... Non. C'est-à-dire je voulais aussi qu'on juge l'intérêt des articles en fonction des articles et de ce qui est raconté dedans, et pas en fonction de mon origine. Donc et puis comme je vous l'ai dit, c'était aussi le prolongement aussi vraiment de comment vous dire, aussi de ma propre perception de notre identité juive, qui est une identité juive à la fois qui existe par les morts dans notre famille, par le sort de mon grand-père, mais qui n'a jamais été une identité effectivement très active. Mon grand-père était avant tout un communiste fervent, mon père un défenseur un patriote polonais ardent et un défenseur de la cause démocratique. Et puis moi, je me définis publiquement
par mon activité professionnelle et par le journalisme, et pas du tout par mes origines. Et puis je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je crois vraiment dans cette phrase, c'est que mon identité, ce sont mes identités, et que, mes origines juives ne sont qu'une facette de ma personnalité, et je ne veux aucunement comment dire, ce n'est pas l'astre central de mon existence. Je respecte tout à fait les gens pour lesquels c'est l'astre central, autour de lesquels tout évolue, mais moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était aussi un élément important dans cette forme de, je ne sais pas, chacun le définira comme il voudra, dissimulation, pudeur, à la limite, peu importe. En tout cas, ça n'a jamais été. J'ai vu que certaines personnes qui, évidemment, très, comment dire, perturbées par cette révélation dans ce livre et critiques de mon travail, ont dit immédiatement, ah oui, alors évidemment, il règle ses tourments intérieurs en publiant ce livre. Non, je n'ai pas de tourments intérieurs, je suis très à l'aise, tout va bien. Voilà. Je voulais ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était plus spécifiquement sur le travail de correspondant en Israël. Je voudrais partager avec vous plusieurs observations sur le fait d'évoluer dans cet écosystème très particulier. Parce qu'on c'est un tout petit pays, mais avec évidemment une charge émotionnelle absolument énorme dès qu'on critique, dès qu'on parle de ce pays avec un regard extérieur. Alors d'abord, franchement, ces 5 années, au-delà des sujets difficiles et des drames qu'il a fallu évoquer, ça a été un plaisir immense du point de vue journalistique. Vraiment, je tiens à le dire, c'est-à-dire que c'est une expérience extrêmement enrichissante. J'ai appris beaucoup, j'ai rencontré des gens des deux côtés absolument remarquables, et il y a une disponibilité au récit des deux côtés qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a une facilité à se raconter, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, avec bien sûr certains travers. C'est aussi ce que je racontais dans l'article que vous mentionniez au mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de victimologie qui est très développée des deux côtés, avec parfois une sorte de pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on est aussi habitué à certains refrains, à certaines phrases, à certaines expressions, à certaines références. Et en tant que journaliste, quand on interroge les personnes, il faut aussi savoir casser ce disque-là et essayer d'aller au-delà. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a l'obstacle de la langue, puisque, hélas, je ne parle ni hébreu ni arabe. Et qu'évidemment, il faut passer dans ces cas-là par le truchement d'un traducteur, de ce qu'on appelle d'un fixeur, autre cas, donc avec lequel on pourra peut-être y revenir si ça vous intéresse, parce que j'étais souvent questionné là-dessus, avec lequel j'ai établi, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, une relation de confiance et d'amitié absolument essentielle dans mon travail. Donc, quand je vous parlais de ces deux récits victimaires, ce n'est pas quelque chose de stagnant. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la sensation pendant ces 5 ans que la situation vraiment évoluait dans le plus mauvais sens du terme. Et que chaque côté du conflit avait tendance à s'enfermer dans cette tour de sang et dans cette tour mémorielle. Et qu'il y avait de moins en moins de possibilités de reconnaissance des souffrances d'autrui et du récit d'autrui. Et que voilà, on était en présence entre ces peuples cousins, on est dans une forme de surdité qui est très inquiétante. Parce que la paix, ce n'est pas seulement, j'emploie tout de suite le mot sale, la paix, ce n'est pas seulement un plan griffonné avec des cartes. La paix, ça commence par les deux peuples et dans les formes de reconnaissance des souffrances d'autrui. D'ailleurs, on voit ça, cette tendance, ce dérapage, on voit ça aussi à la banalisation d'une idée dans le débat public en Israël, qu'au fond, que les Palestiniens n'existeraient pas. Ça, c'est quelque chose de très frappant, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus qu'il y a encore, sans doute il y a 15-20 ans, je n'étais pas là en Israël, mais d'après mes lectures, auraient été vraiment considérés comme des propos très extrémistes. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on voit des responsables dire « mais après tout, la Palestine n'a jamais existé, il n'y a pas d'occupation puisqu'il n'y avait personne en 67 là. Il n'y avait pas d'État. Les Jordaniens étaient là. Bon, voilà. Donc il y a l'idée qu'après tout, il y a 22 pays arabes, les Palestiniens sont des Arabes parmi les autres, et qu'après tout, il serait de la responsabilité de ces pays arabes de les accueillir. Et ça aussi, c'est assez frappant, cette banalisation, cette négation de l'existence même des Palestiniens. Et c'est ce que dit d'ailleurs le colon d'Amona quand je discute avec lui. C'est-à-dire que lui s'imagine... alors, on parle vraiment de colons
très, 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 très radicales et très extrémistes, dans les avant-postes qui se considèrent comme des pionniers de la reconquête de la Judée-Samarie. Mais on voit bien que dans sa perception, les Palestiniens n'existent pas et les colons sont l'avant-poste de la civilisation occidentale. C'est aussi une donnée absolument essentielle. Ils ne sont pas là juste pour, voilà, au nom de Dieu. Ils sont d'abord là au nom de Dieu et d'un lien qu'ils imaginent charnel avec cette terre, mais ils se voient aussi, et ce n'est pas une stratégie, c'est une conviction, ils se voient aussi en avant-poste contre l'islam. Et contre cette espèce de... Parce qu'il y a une sorte de gloubi-boulga dans leur tête, un vaste mélange entre islam, musulmans, palestiniens, bref, pour eux, tout ça, c'est la même chose. Le deuxième point concernant cet écosystème que je voulais évoquer avec vous, c'est vraiment cette atmosphère d'espèce de d'hystérie médiatique permanente qui existe en Israël, qui aussi d'ailleurs qu'on retrouve aussi côté palestinien, mais quand on vit en Israël, c'est d'abord à cela qu'on est exposé. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de médias absolument remarquable en Israël, presse écrite, télévision. Il y a vraiment un pluralisme médiatique. Mais il y a aussi, parce que c'est un secteur très étroit et ultra concurrentiel, il y a aussi une tendance à l'éditorialisation dans tous les sens et aux commentaires dans tous les sens, avec souvent des difficultés de distinction entre les faits et le commentaire. Et du coup, avec la chambre d'écho des réseaux sociaux, qui est vraiment une catastrophe des temps modernes, et en particulier sur Twitter, du coup, le moindre propos peut aussi être déformé. Donc moi, par exemple, et d'autres journalistes ne font pas du tout ça. Je ne fais la leçon à personne. Je livre juste mon hygiène de vie personnelle pendant 5 ans. C'est-à-dire, j'ai refusé à m'engager dans la moindre polémique sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. J'ai été interpellé, j'ai été insulté, vilipendé, menacé, tout ce que vous voulez. Et j'ai vraiment gardé comme une règle d'airain de ne répondre à aucun commentaire. Parce que je pense qu'on se dévalue en faisant ça et que ce n'est pas notre rôle et qu'en plus, c'est vraiment rajouter une pièce dans le jukebox et que ça n'en finit jamais. Mais c'est surtout que je pense que ce n'est pas notre travail. Que malheureusement, que ça fait partie de notre ordre de mission. Vous allez vous faire insulter, ça devrait être marqué dessus. Il faut faire le dos rond, mais nous n'avons pas à nous engager là-dedans. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... il y a un devoir d'abstinence, vraiment. Un devoir d'abstinence par rapport aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de règles édictées dans les rédactions là-dessus. Ça fait partie de grandes discussions. Et je pense que dans un conflit aussi hystérisé et polarisé que le conflit israélo-palestinien, c'est extrêmement important de la respecter. Et c'est ce que j'ai par exemple conseillé à mon successeur. Et il le fait. Alors le troisième point dans cet écosystème que je tiens aussi à évoquer devant vous, c'est l'épuisement de la langue d'Oslo, du nom des accords de paix de 93. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé dès le début et qui s'est vraiment accéléré en fait depuis l'accession de Trump au pouvoir, de façon très claire. C'est-à-dire que on a l'impression d'un décalage de plus en plus grand quand on fait notamment des reportages du côté palestinien entre la réalité sur le terrain, qui est de façon presque inéluctable l'abandon de la possibilité de la solution à 2 États, et de l'autre côté, des discours politiques, notamment dans les chancelleries occidentales, qui restent, lui, vraiment, comment dire, comme hibernatus, gelé dans la glace. C'est-à-dire, on continue, ce sont toujours les mêmes éléments de langage, mais encore, ce n'est pas des mots pour condamner la diplomatie française ou occidentale, parce que il n'y a pas vraiment de projet alternatif à la solution à 2 États. Il n'y en a pas. Mais c'est vrai je pense que les diplomates eux-mêmes, pour en avoir souvent discuté avec eux, je pense qu'eux-mêmes sont épuisés par ça. C'est un épuisement des acteurs, des commentateurs, des journalistes, des diplomates. C'est un épuisement général de cette langue. Solution à 2 États, paix, condamnation, nouvelle annonce de construction dans les colonies. On n'a pas d'alternative et en même temps, tout le monde est complètement démoralisé et on continue d'employer ces mêmes mots. Donc c'est une vraie question aussi pour les journalistes. C'est comment écrire sur le conflit. Quels mots employer, à quoi prêter attention.
C'est un vrai défi. Et j'ai été confronté à ça. Et j'ai pas de... Si vous voulez, j'ai pas de 10 commandements à vous soumettre là-dessus, sur la pratique journalistique. Je ne sais pas comment exactement il faut faire. C'est chacun au coup par coup qui, selon son tempérament et sa personnalité, qui doit le faire. Mais c'est un vrai défi intellectuel, en tout cas, qui se pose à nous. Qui se pose aux diplomates aussi, mais qui se pose aux journalistes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, par exemple, dans le débat public en Israël, je vous parlais tout à l'heure de la négation de l'existence même des Palestiniens, mais le mot occupation a aussi disparu. Ça aussi, c'est frappant. On ne parle plus d'occupation. Et quand vous parlez de... Mais ça date déjà d'il y a un moment. Je me souviens de la campagne travailliste en 2015. C'est la première élection que j'ai couverte, donc en mars 2015. Donc c'était Isaac Herzog, qui aujourd'hui dirige l'agence juive, qui conduisait l'Union sioniste, le chef du Parti travailliste. Et Isaac Herzog n'avait aucun point de vue moral sur l'occupation. Isaac Herzog parlait de la nécessité de se séparer des Palestiniens. Mais se séparer, ça veut dire quoi? Il y a 100 000 Palestiniens chaque jour qui sortent de Cisjordanie et qui, avec un permis, qui vont travailler en Israël. Ça veut dire quoi, se séparer? Je ne comprenais même pas l'expression, et visiblement, je n'étais pas tout seul, puisque depuis, le Parti travailliste est resté dans cette forme d'alignement sur le centre droit, n'a plus vraiment d'identité politique, et ne convainc plus personne. Donc il y a une... Mais on reviendra peut-être... On peut peut-être revenir là-dessus. Le dernier point que je voulais évoquer sur cet écosystème, c'est que là aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert des deux côtés. Et je tiens à insister là-dessus, c'est des deux côtés. L'expression peut-être vous choquera, mais il y a aussi une forme de rente de l'occupation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez terrible et qui explique les difficultés aussi à aller de l'avant. C'est-à-dire que la rente de l'occupation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté israélien, l'occupation en Cisjordanie est aussi une forme de laboratoire militaire, où des moyens de contrôle technologique, militaires, policiers, très sophistiqués sont mis en place, sont expérimentés, notamment la question des fichiers, notamment la question de la prévention des actes de violence. Et qui peut-être ensuite sont amenés à être exportés. C'est un laboratoire grandeur nature, la Cisjordanie. Mais ce que je dis peut-être paraîtra choquant à certains, mais je veux dire, les militaires eux-mêmes, quand vous discutez avec eux de façon, si vous voulez, à bâton rompu, hors enregistrement, hors caméra, le reconnaissent. Vraiment, je me souviens encore d'une rencontre avec un responsable militaire israélien qui m'expliquait comment ils avaient réussi à prévenir, comment en gros ils disposaient aujourd'hui de fichiers qui sont des fichiers croisés, à la fois avec du renseignement humain et du renseignement sur les réseaux sociaux, etc., qui leur permettaient de suivre à la trace des gens appartenant à un groupe, en gros, dit à risque, de quelques milliers de personnes en Cisjordanie. Et qui, selon eux, ils ont pu ainsi prévenir plusieurs centaines d'attaques grâce à ces formes de surveillance de fichiers croisés. Ça, ce sont des choses qui... Avec l'aide de l'autorité palestinienne. Alors, le contrôle de ces fichiers reste 100% aux mains des Israéliens. Bien sûr. Non, alors ça, c'est un autre point qu'on pourra peut-être aborder, c'est la question de la coordination sécuritaire, qui est un sujet tout à fait fascinant. Ça fait à peu près 20 fois que Mahmoud Abbas promet de mettre un terme à la coordination sécuritaire. Il ne le fait jamais parce que, vous voyez, j'ai utilisé le terme de rente de l'occupation, il y a des intérêts croisés, il y a des intérêts qui se rejoignent de façon évidente entre Israël et l'autorité palestinienne. C'est maintenir le calme en Cisjordanie et notamment interpeller de façon très régulière les sympathisants du Hamas. Par exemple, à l'université de Birzeit, je veux dire, il y a des soldats israéliens parfois qui arrivent en plein jour pour prendre certains militants très connus parce qu'ils sont élus au sein de ce qu'on appelle la liste du bloc islamique. Ils sont élus, ils sont pris, ils sont interpellés, ils sont ensuite... bref. Donc tout ça dure de longue date, la coordination sécuritaire. Mais je voudrais quand même, quand on parle de rente de l'occupation, parce que j'ai toujours ce souci d'équilibre, parce que moi je ne suis pas un militant, je ne défends aucune cause, j'essaie au maximum de respecter la complexité des événements et de la réalité. Quand on dit rente de l'occupation, elle existe aussi du côté palestinien. Et ça aussi, c'est une chose frappante pour laquelle, à mon sens,
les chancelleries occidentales portent une responsabilité. Et quand je dis rente de l'occupation, c'est cet appareil bureaucratique complètement dément, d'une taille anormale, qui d'ailleurs s'est développé malheureusement aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, puisque depuis la séparation de leur destin en 2007, voilà, les responsabilités sont partagées. Le Hamas a maintenant sa propre bureaucratie, et elle existe aussi en Cisjordanie. C'est tout à fait frappant quand vous allez dans un ministère à Ramallah, dans une administration, dans le bureau avant celui du ministre, il y a toujours 3-4 types qui boivent le café. Toujours. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur métier? Quels sont quelle est la description de leur poste? Il y a, alors par exemple en ce qui concerne Gaza, nos amis suisses ont notamment beaucoup travaillé là-dessus, c'est comment réussir dans le cadre de la réconciliation à parvenir à un compromis avec des compensations financières pour réduire cet appareil bureaucratique. Bon, on n'a jamais réussi pour l'instant. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Alors je sais bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont dépendantes de ces salaires, et que ce n'est pas chose facile à faire, en particulier à Gaza où il n'y a pas d'économie privée. Mais voilà, on porte les chancelleries occidentales de façon évidente, on porte une responsabilité, on a trop fermé les yeux là-dessus, sur la façon dont l'argent des donateurs a été utilisé de ce point de vue-là. Je ne sais pas si je suis trop long ou pas, ça va? Encore 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Je voulais pour finir simplement parler aussi du tournant israélien que j'ai observé pendant ces 5 ans. Qu'on pourrait... le résumé n'est pas évident parce qu'il y a évidemment une partie de ses racines qui remonte à plus loin. Ce n'est pas comme si l'histoire de ce tournant avait commencé avec ma descente d'avion. Mais en tout cas, on pourrait l'appeler l'ethnicisation de la politique. Alors certains emploient des expressions beaucoup plus dramatiques, avec risque de théocratie, bref, tout ça c'est... Moi, je me méfie toujours des très grands mots, des grandes expressions, parce que souvent, en fait, elles bloquent la conversation. C'est comme, vous voyez, c'est comme les mots, c'est comme quand on emploie le mot apartheid. Moi, je n'emploie jamais le mot apartheid. Pourquoi? Parce que ça empêche la conversation. Parce que quand on dit apartheid, on dit Afrique du Sud, c'est immédiatement une sorte d'anathème, ça oblige à faire de l'histoire comparative, à revenir à ce que c'est. Je pense que ça n'aide pas à réfléchir. Par exemple, ce genre de mots. Et puis évidemment, ça empêche toute conversation avec les Israéliens. Alors, si on parle qu'à des personnes convaincues, bon, bah, très bien, mais le but quand même, c'est d'essayer de... Vous voyez, le dialogue, c'est aussi de dialoguer avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et le mot apartheid, c'est fini. Voilà. Donc, ça fait partie des expressions, à mon sens, qui sont piégées. Donc voilà, ethnicisation de la politique, par contre, ça ne me paraît pas absurde avec la loi sur l'État juif, et puis, si vous avez suivi les élections cette année, en particulier les derniers jours, avec cette stigmatisation terrifiante de la minorité arabe dans la campagne en Israël, où là, je veux dire, on a atteint... Barnea, qui est un des plus célèbres journalistes éditorialistes en Israël, qui travaille au Yediot Aharonot, a dit que c'était la campagne la plus raciste à laquelle il ait jamais assisté dans l'histoire. Donc c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et honnêtement, le mot racisme, dans cette stigmatisation, ne me paraît pas absurde, ne me paraît pas déplacé pour le coup. La stigmatisation qui a eu lieu de la minorité arabe, elle vient de loin. Vous vous souvenez que le jour des élections, c'était je crois le 26 ou le 27 mars 2015, il y avait eu cette vidéo fameuse de... 17 mars, pardon. 17 mars. Il y a eu cette vidéo fameuse de Netanyahou sur YouTube appelant les électeurs à la mobilisation, puisqu'il n'y a pas de silence électoral en Israël le jour du vote, appelant les électeurs à se mobiliser massivement parce que les électeurs arabes allaient au bureau de vote en masse. En masse. Bon, mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on a connu cette année. Hein. Cette vidéo-là, qui à l'époque avait choqué, avait provoqué beaucoup de commentaires, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois, on a franchi toutes les normes. Jusqu'à ces tout derniers jours. Jusqu'à ces derniers jours, où dimanche, Benjamin Netanyahou tenait un meeting à Tel Aviv, il a encore tenu des propos... où il parlait, je crois, de la possibilité d'un gouvernement minoritaire entre Benny Gantz et les partis arabes. Il parlait de la possibilité d'un attentat contre l'État d'Israël. Je veux dire,
ce sont des députés légitimement élus, des gens comme, par exemple, comme Ahmed Tibi, le député arabe-israélien. Je veux dire, les députés, je crois, depuis 20 ans. Je veux dire, si ça avait été s'il avait agi contre Israël, ça se saurait. Et on pourra en reparler peut-être si ça vous intéresse dans les questions, mais quant au chef de la liste arabe, Ayman Odeh, c'est un homme d'un grand charisme et d'un grand courage, et qui, au contraire, lui, ne parle même plus de la cause palestinienne. Il avait déjà commencé cette mutation en 2015. Il parle de l'égalité des droits entre citoyens. Alors, si ça c'est radioactif, je ne sais plus ce qui est radioactif. L'égalité des droits. Alors, il y a un paradoxe dans ce tournant que je voudrais évoquer devant vous. C'est que, vous connaissez cette expression que les Israéliens utilisent souvent et qu'ils affichent presque sur le fronton, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. La seule. Sauf que c'est vrai. Comment ? Oui, mais ça reste la seule démocratie. C'est-à-dire, il y a un pluralisme, il y a un choix quand on va voter. Il y a un pluralisme médiatique qui existe aussi. Benjamin Netanyahou est attaqué de façon extrêmement intense, extrêmement vive, tous les jours dans les médias. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi, je mets à part la question de l'occupation, voilà, je la mets à part. Je sais qu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie possible si Israël décide du sort de la population de Cisjordanie, qui, elle, n'a pas le droit de vote. Mais je me concentre là sur Israël. Au-delà de ça, il y a aussi l'existence de ce qu'on pourrait appeler un mauvais consensus. Quand je dis mauvais consensus en Israël, c'est mauvais d'abord pour, il me semble, je n'ai pas de leçon encore une fois à leur donner, mais d'abord un mauvais consensus pour Israël même et pour les Israéliens. Ça veut dire quoi un mauvais consensus ? C'est par exemple un mauvais consensus sur le conflit. C'est cette idée, au fond, que depuis Camp David, il n'y a plus d'interlocuteurs. Alors évidemment, le traumatisme des attentats sanglants de la seconde intifada a joué un rôle déterminant dans cette perception. Évidemment. Mais cette idée que Mahmoud Abbas, comme Yasser Arafat, n'ont pas saisi la main tendue, c'est une idée qui n'est pas seulement véhiculée par la droite, mais qui est très largement partagée. Ce n'est pas une idée de gauche ou de droite, c'est une idée très largement partagée au sein de la population israélienne. Et ça veut dire quoi ? Quelle est la conséquence de ça ? Évidemment, c'est un pessimisme très large dans la population. Et d'ailleurs, les études d'opinion, souvent, ne sont pas assez fines là-dessus. On demande en gros, êtes-vous pour ou contre la solution à deux États ? Mais c'est pas la bonne. Il me semble que ce n'est pas la question pertinente. La question, ce n'est pas seulement êtes-vous pour ou contre. On devrait, évidemment, il y a un effet générationnel qui est très important. C'est-à-dire que chez les jeunes, si vous interrogez les jeunes Israéliens, ils sont beaucoup plus convaincus que leurs aînés qu'il n'y a pas de paix possible avec les Palestiniens. Et que ça, c'est dramatique, parce que ça fait partie de cet éloignement entre les deux populations. La conséquence de ça aussi, hors dehors de ce pessimisme, c'est que l'occupation, pour beaucoup d'Israéliens, est perçue comme un moindre mal. Un mal, mais un moindre mal. C'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens aimeraient qu'on n'en soit pas là. Ils comprennent que ça pose un certain nombre de problèmes, que ça a un coût, même si ce coût, finalement, est assez réduit. C'est-à-dire, et là je le dis vraiment sans aucune satisfaction, aucun cynisme, croyez-moi bien, parce qu'il y a des morts côté israélien, chaque mort est dramatique. Mais si on regarde le nombre de victimes, le nombre de victimes reste bas. C'est un conflit de basse intensité, vraiment de très basse intensité. Quant aux conséquences sur le plan international, écoutez, on pourra en reparler. On dit parfois qu'Israël est isolé. Moi, je soutiendrais exactement l'inverse. Je soutiendrais qu'en dehors de la relation tout à fait fructueuse avec Donald Trump, avec la reconnaissance notamment de Jérusalem comme capitale, mais Israël a développé, et là, il faut entre guillemets rendre grâce à Netanyahou, qui a été tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Israël a développé des relations sans précédent dans l'histoire de ce jeune État sur tous les continents. Ensuite, on peut discuter des amis qu'il privilégie. Et c'est vrai qu'entre Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban, le PiS en Pologne, bon, la liste est longue, c'est vrai que ce sont parfois des amis particuliers. Mais il ne faut pas caricaturer ça. Israël a vraiment, de ce point de vue-là, accompli un travail remarquable dans les relations internationales,
je pense notamment au continent africain qui avant était massivement aligné contre Israël dans les instances multilatérales, notamment à l'ONU. Et aujourd'hui, il y a des craquements qui apparaissent. Paul Kagame, le président rwandais, est clairement l'ambassadeur de Benjamin Netanyahou sur le continent africain. En tout cas, c'est son principal promoteur. Benjamin Netanyahou a effectué une tournée tout à fait remarquable dans l'Afrique de l'Est. Je crois que c'était il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans. Ça ne s'était jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette relation? Il y a évidemment le know-how sécuritaire israélien. Il y a aussi les connaissances, les avancées tout à fait remarquables en termes d'irrigation pour l'agriculture. Bon, il y a tout ça, on peut rentrer ensuite dans les détails, mais ce qui est important, c'est cette tendance-là, il n'y a aucun isolement. Donc je vous dis ça parce qu'encore une fois, le coût de l'occupation est faible pour Israël. Je vais vous arrêter là. Oui. D'accord, très bien. Bon, on pourra continuer sur le... Merci beaucoup. C'est à vous. Voilà, plein de choses qui méritent débat. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la méthode qu'il faut attendre d'avoir le micro. Le micro ira à tout le monde, mais il faut l'avoir pour que la vidéo capte votre question. On va changer de micro. Sinon, j'ai 50 questions, moi. Mais bon. Seulement? Voilà, c'est à vous. Ok, oui, ça marche. Bonjour, je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu frustrant dans le travail de correspondant dans un pays comme Israël, dans la mesure où il y a une espèce de monoculture du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire en termes plus clairs, tout est vu à travers le prisme du conflit israélo-palestinien, y compris la vie politique israélienne, et donc au détriment d'autres aspects, les aspects sociétaux, etc. Si vous permettez, j'ajoute une question, je me branche sur la Est-ce que je peux répondre d'abord à ça? Non, mais c'est vraiment la même. Okay. Moi, ce qui m'a frappé, c'était avant que vous n'arriviez, c'est que cet extraordinaire mouvement social qui a eu lieu en 2011, il n'a eu aucun effet politique. Il y avait 500 000 personnes dans les rues, ce qui là-bas était... Et voilà, donc c'est un peu la même question, au fond, est-ce que tout n'est pas bouffé par le conflit, quoi, en Israël même? Est-ce que votre question concerne le traitement journalistique ou est-ce qu'il concerne en général la vie publique en Israël? Non, le traitement journalistique. Le traitement journalistique, voilà, c'est ce que j'avais compris. Vous mettez le doigt sur une frustration qui se transmet de génération de correspondants en génération de correspondants. C'est-à-dire tous les correspondants qui arrivent en Israël se disent « Moi, je vais raconter la société israélienne dans toute sa complexité. » Et qu'est-ce qui se passe? On est vampirisé par le conflit. Mais je le raconte dans le livre, c'est-à-dire c'est naturel parce que le conflit, c'est la matrice. Le développement économique incroyable d'Israël, il faut en parler. La complexité de la société israélienne, il faut en parler le plus possible. Mais évidemment qu'à la fin de ce séjour, une des frustrations, c'est que, évidemment, j'aurais aimé parler davantage. Mais quand vous avez un événement comme la marche du retour à Gaza, la marche du retour à Gaza, depuis le 31 mars, entre le 31 mars 2018 et, en gros, mon départ en juillet, j'ai dû effectuer une bonne douzaine de séjours à Gaza. Voilà. Et à chaque fois, une douzaine de séjours, vous voyez, sur une année ou 14 mois, c'est beaucoup. Et donc, évidemment, vous avez moins de temps pour le reste. Mais parce qu'à ce moment-là, c'est l'histoire majeure. Alors, j'en nourris d'autant plus de frustration que quand j'ai pu me consacrer à ces sujets-là, j'en ai tiré vraiment un plaisir et un intérêt immense. Par exemple, pour vous dire, un des sujets sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir à enquêter, à écrire, qui a été publié dans le magazine du Monde, c'était la question des ultra-orthodoxes et de la sexualité. Alors, ça paraît très pointu, et j'ai découvert plein de choses. L'extraordinaire complexité des mondes ultra-orthodoxes. J'aurais aimé vraiment apprendre davantage sur ce monde-là, qui est vraiment particulièrement ardu à pénétrer, évidemment. Mais voilà, je repars avec cette petite frustration. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression d'être passé complètement à côté. Voilà, je pense que c'est... Évidemment, vous avez raison, le conflit
le conflit mange tout. Et vous parlez du mouvement social de 2011. Là, par exemple, j'avais consacré, je crois, justement quelques mois après mon arrivée, quand il y a eu les élections en mars 2015, donc 4 ans après le mouvement, j'avais fait une page dans Le Monde sur ce qui restait de ce mouvement-là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était... ce que vous dites vaut pour la société palestinienne, j'imagine, parce que c'est encore plus difficile. Oui, c'est encore plus difficile, sauf que... comment vous dire, les Palestiniens vivent dans le conflit. Beaucoup d'Israéliens vivent à côté. C'est-à-dire que c'est pas exactement à côté. La construction du mur de séparation pendant la seconde intifada, qui d'ailleurs à ce jour n'est pas achevée, mais c'est un des facteurs qui a très grandement contribué à faire baisser les violences du côté palestinien. Et la conséquence, ça c'est la conséquence positive. La conséquence négative, c'est qu'en fait, beaucoup d'Israéliens n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe de l'autre côté. Et pas la moindre. Il y a aussi un autre phénomène qui est important. On parle souvent de cartes, de lignes vertes, de séparation, mais très souvent, les Israéliens ne savent pas quand ils entrent dans une colonie ou quand ils vont de l'autre côté. Ils ne le savent pas. C'est pas qu'ils font preuve de mauvaise volonté, ils ne le savent pas. Parce qu'avec la construction des routes, des nouvelles routes, très, très facilement, on passe d'Israël à une colonie, et je veux dire, c'est pas évident. Et donc, il y a un effacement aussi de ces... Vous voyez, c'est aussi, ça contribue, quand on parle de statu quo dans le conflit. Non, il n'y a pas de statu quo. Il n'y a pas de statu quo. Il y a vraiment une évolution sur le terrain qui est évidente. Et d'ailleurs, on va vers... Quand dans les propos même des dirigeants, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une forme de blanchiment de la notion même d'occupation, ça veut vraiment dire, et du projet d'occupation, d'annexion, excusez-moi, puisque Benjamin Netanyahou a, par 2 fois cette année, a posé l'annexion comme projet politique, ça montre bien qu'il n'y a pas de statu quo et qu'on est sur, sur un changement de cadre. D'autres questions ? Je suis désolé, j'ai fait un peu long. Non, faites. Oui, bonjour. Je me posais une question, c'était comment expliquer l'absence de voix israélienne contre l'extrême droite. Le fait, on comprend que le Parti travailliste s'est tiré une balle dans le pied, mais on a l'impression que toutes les personnes qui sont contre cette extrême droitisation sont un peu muettes. Bon, petite exception la semaine dernière avec la publication d'un appel d'intellectuels pour l'interdiction des produits des colonies, mais ils ne sont pas très vocaux. Et je voulais savoir s'il y a un peu plus d'espoir du côté de la jeunesse, lorsque vous disiez des choses un peu désespérées, mais qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement comme Standing Together, par exemple ? Alors, une des choses pendant cette correspondance qui m'a beaucoup frappé, c'est l'influence à la Knesset, et la Knesset compte 120 députés, l'influence à la Knesset qu'ont eu 8 députés sur 120. Et ces 8 députés, c'était les 8 députés du foyer juif. Et c'était tout à fait spectaculaire. Alors, bien sûr, les députés du foyer juif, autour de Naftali Bennett, étaient membres de la coalition. Et évidemment, Netanyahou avait besoin d'eux, puisque la coalition qui a émergé des élections de mars 2015 était la coalition la plus à droite de l'histoire. Mais au-delà de ça, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait vraiment ce sentiment que vous venez aussi un peu d'exprimer, que la seule narration audible, même si, je n'aime pas trop le mot narration, mais en tout cas, le seul projet politique clairement délimité et proposé aux Israéliens, c'était ce projet-là. C'était un projet, en gros, messianique. On va vers l'annexion. Et qu'en face, il n'y avait rien. Pourquoi ? À cause de ce dessèchement de la langue d'Oslo dont je vous parlais tout à l'heure. Et aussi à cause d'un autre phénomène. On parlait de la complexité de la société israélienne. Je cite souvent ce discours, parce que pour moi, ça a été le discours politique le plus marquant au cours de ces 5 ans. Le président Reuven Rivlin, qui représente le canal historique du Likoud, qui a été opposé à un État palestinien, a tenu un discours absolument remarquable en 2015, je crois que c'était en juin 2015, à la conférence Herzliya. En quoi consistait ce discours ? Il s'est interrogé sur la tribalisation d'Israël. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y avait plus, entre guillemets, d'actionnaires majoritaires dans la nation israélienne. Contrairement à Israël des origines, où il y avait clairement une majorité, en gros, ashkénaze, laïque, de gauche. Et qu'aujourd'hui, nous sommes face à un éclatement de la société israélienne en tribus. Quelles sont ces tribus ? C'est simple, c'est les russophones,
la droite, en gros les nationaux religieux, les ultra-orthodoxes, les laïcs et le parti arabe, et les partis arabes, la minorité arabe. Voilà. Ces 5 minorités de taille à peu près égale, souvent s'ignorent mutuellement, ou parfois même se méprisent. Je veux dire, les laïcs de Tel Aviv, quand ils regardent les ultra-orthodoxes de Bnei Brak, c'est avec beaucoup de, avec beaucoup de hauteur. Et on retrouve ces formes de mépris entre les différentes minorités. Par exemple, aujourd'hui aussi, les russophones sont très énervés aussi par l'influence des ultra-orthodoxes. Et donc il y a des tensions entre ces tribus, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Reuven Rivlin. Ces tribus ont parfois leur propre langue. Les Russes ont le russe, la minorité arabe, l'arabe, ont parfois leur propre aussi narration, leur propre récit de leur place dans Israël. Et ce que soulignait Reuven Rivlin et qui me paraît absolument essentiel et c'est pour répondre à votre question, c'est l'immense difficulté aujourd'hui dans la politique israélienne à tenir un discours d'intérêt général et à créer du lien entre ces minorités. C'est comment ne pas s'adresser qu'à une clientèle. Comment trouver un discours qui dépasse les intérêts particuliers, les intérêts catégoriels, les intérêts ethniques, pour parler à l'ensemble de la société israélienne. Même s'il y a des intérêts... Vous parlez bien d'Israël, vous parlez pas de la France, là. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ce discours tout à fait... il l'a renouvelé à nombreuses reprises ensuite. D'ailleurs, Reuven Rivlin et ses notoriétés publiques est extrêmement remonté contre Benjamin Netanyahou, notamment à cause de cette stigmatisation de la minorité arabe, puisque ça va vraiment pour lui à l'encontre de cette nécessité de trouver de la colle qui tienne. Quelle est la colle qui tient ? Mais c'est vrai, et vous avez raison, c'est un défi aussi aujourd'hui dans nos propres sociétés. À qui ? Monique ? Après, oui, non, pas de problème. Allez-y, monsieur, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Yoram, je suis étudiant en journalisme. Je voulais vous poser la question des diasporas juives. Quel impact peuvent avoir les diasporas sur Israël et sur le conflit israélo-palestinien ? Quel impact elles peuvent avoir ou elles n'ont pas ? Je ne sais pas. Alors, une des conséquences de ce raidissement identitaire en Israël est un événement, à mon sens, tout à fait historique, qui est le quasi-divorce. Peut-être le mot divorce est excessif parce que peut-être qu'on pourra un peu raccommoder les choses après Netanyahou. Mais en tout cas, la situation de crise historique entre les diasporas américaines, entre les juifs libéraux américains et Israël. Ça n'est jamais arrivé. Jamais dans l'histoire, et les études d'opinion le montrent. Au-delà, il faut mettre de côté le groupe de pression AIPAC, qui est très particulier. Les juifs libéraux américains ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement israélien et dans cette obsession de la conquête territoriale. Et il faut ajouter à cela une trahison, ce qu'ils ont éprouvé comme une trahison par Benjamin Netanyahou, qui est l'abandon du compromis sur le Kotel, sur le mur des lamentations, qui était un compromis très longtemps négocié, pendant 2 ans, par Nathan Sharansky, qui était à ce moment-là le président de l'agence juive, ancien dissident soviétique. Et Nathan Sharansky, avec beaucoup de douceur et de roublardise, avait réussi à concilier l'inconciliable. Et en 24 heures, Benjamin Netanyahou, pour des raisons vraiment de calcul politique assez mesquin... le contenu du compromis, parce que Le contenu du compromis, alors il portait sur de nombreux aspects, mais notamment sur une entrée unique, une entrée mixte unique vers hommes et femmes, vers l'accès au mur d'élémentation, et la possibilité, par exemple, pour les femmes rabbins, d'organiser les prières au mur des lamentations. Vous savez que c'est un grand sujet aussi de contentieux avec le grand rabbinat. Donc cet abandon-là a été vécu, je me souviens, parce qu'à l'époque, à la Knesset, mais vraiment circulaient, mais absolument rouges de colère, les représentants de la diaspora américaine, qui d'habitude étaient très bien reçus. Et là, ils se sentaient, mais ils éructaient littéralement, ils se sentaient mais trahis comme jamais par cette décision-là. Et puis il y a eu des propos
extrêmement désobligeant, tenu aussi par des responsables de la droite israélienne, qui en gros considèrent, comment vous dire, les juifs de la diaspora comme n'ayant pas vraiment de légitimité pour s'exprimer sur Israël. En gros, vous ne faites pas le service militaire, vous n'êtes pas sous les requêtes du Hamas, donc voilà. Pourtant, c'est l'État-nation du peuple juif. Il y a une contradiction là. Hein. Alors, il y a cette ambiguïté. Et alors, pour parler de l'actualité politique et de Benny Gantz, qui pourrait peut-être former ces jours-ci un gouvernement minoritaire en Israël. Ouais, 2 jours. Non, il y a 14 jours de supplément, au cas où. Mais Benny Gantz, c'est très intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure de l'existence de mauvais consensus en Israël. Benny Gantz, on est bien en mal de le différencier politiquement de Benjamin Netanyahou, sauf qu'il n'en partage pas les affres judiciaires. Mais à part ça, dans le projet, bon, sauf sur un point. Et ça, c'est à noter. C'est le petit espoir de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, Benny Gantz a employé cette expression que le mur des lamentations est assez grand pour tout le monde. Et ça a été perçu comme la possibilité de cautériser les plaies si jamais il devenait Premier ministre. La première fois qu'il a employé cette expression, Benny Gantz, c'était devant l'AIPAC, quand il était allé justement aux États-Unis pour s'exprimer devant ce groupe de pression pro-israélien. Et ça n'avait pas été remarqué. Moi, je trouvais le timing extrêmement bizarre. C'était une campagne électorale israélienne de tenir ce propos aux États-Unis. Bon, je comprends qu'il s'adressait aux juifs libéraux américains, mais bon, du coup, c'est passé assez inaperçu. Mais il l'a répété récemment. Et ça, c'est un point, à mon avis, qui est très important. C'est-à-dire que, puisque vous m'interrogez sur les relations entre la diaspora et Israël, dans l'hypothèse, si on fait de la politique fiction, mais où Benny Gantz deviendrait un jour Premier ministre, il est évident que là, il aurait un champ de différenciation par rapport à Netanyahou qui serait très important. Alors ensuite, il y a les diasporas européennes, et là, j'avoue, et c'est pour ça que, pour en revenir à mon livre, j'étais très impressionné et très surpris par le contraste entre les réactions que j'ai eues à ce livre avec les réactions que j'ai eues à ma correspondance. Parce que pendant 5 ans, en gros, j'ai eu quand même une pluie de flèches, pour parler poliment, qui m'ont été adressées. J'ai beaucoup été critiqué, il y a eu des articles consacrés à mes articles en les dénaturant complètement. Bref, passons ça parce que ce n'est pas très important. Mais là, je n'ai eu globalement que des réactions positives. Et des réactions positives et des réactions extrêmement émouvantes, venant notamment, pour le coup, de juifs libéraux en France ou en Belgique. Et ce qui s'exprimait dans leur message, c'est un soulagement. Pourquoi un soulagement ? Au-delà des qualités éventuelles du livre, c'est un soulagement parce que je pense que c'est ça la différence majeure avec les juifs libéraux américains, c'est que les juifs en France sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille parce qu'il y a d'un côté la véritable montée d'un antisémitisme, une forme de banalisation, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, avec parfois un antisémitisme qui avance masqué, en se disant antisioniste, et ça c'est tout à fait évident. Et de l'autre côté, il y a le gouvernement israélien et il y a ce raidissement identitaire. Et par conséquent, au milieu de ça, ces juifs français ou européens se voient imposer une sorte de devoir de mutisme et de devoir de solidarité avec, entre guillemets, la maison mère, avec Israël. Et que le livre dit non aussi à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loyauté contrainte. Le terme même de loyauté contrainte est une expression absurde. Il y a de loyauté que choisie. Et que par conséquent, on peut aussi tout à fait assumer des divergences, qu'on soit juif ou pas. On peut tout à fait critiquer le gouvernement israélien et déplorer une forme d'érosion démocratique à laquelle on assiste en Israël. Le débat sur antisionisme, antisémitisme est un autre débat, on ne va pas le mélanger. Je savais que je touchais une corde sensible. Non. Enfin, sauf à considérer Alain Soral ou Dieudonné comme des gens d'extrême gauche, mais pour moi, c'est des gens d'extrême droite. Donc, voilà. C'est pas ça. Je crois qu'il y a un autre élément de ce qu'a dit Gantz, selon la presse israélienne, qui mérite peut-être d'être évoqué et avoir votre réaction. Il semble qu'il ait promis, plus ou moins clairement, à Ayman Odeh
de remettre sur le chantier la loi État-nation. Ce qui est évidemment, je ne nie pas l'importance des problèmes du mur. Enfin, c'est une question qui touche Tout à fait, ouais. à l'avenir de la coexistence entre Palestiniens et Juifs en Israël même. Hein, donc, bien sûr, vous avez raison. C'est un marqueur extrêmement fort. C'est d'ailleurs, on a eu tendance à l'oublier, mais c'est ce qui avait provoqué la chute du gouvernement fin 2014, déjà après la guerre. C'est pas la guerre qui avait provoqué, à Gaza qui avait provoqué la chute du gouvernement. C'était déjà à l'époque un projet de loi sur l'État juif et qui avait provoqué le départ de Tzipi Livni et de Yair Lapid du gouvernement. Mais cette information vous paraît... Je pense que Yair Lapid, par exemple, poussera à ça dans l'alliance. Mais vous savez, ensuite, il y a un autre problème, c'est que cet attelage bleu-blanc autour de Benny Gantz, c'est vraiment baroque. Hein. C'est vraiment baroque. Et je pense que je ne serais pas du tout surpris si à terme il implosait. Parce que c'est très difficile de trouver aussi une cohérence politique entre eux. Ils n'arrêtent pas de s'afficher en débardeur ou en truc, vous voyez, habillés de la même couleur, vous voyez, comme les Dalton. Mais la cohérence politique entre eux est quand même assez compliquée à trouver hein, entre ces différents acteurs. Monique et monsieur après. En miroir à l'évolution de la société israélienne que vous avez perçue sur 5 ans, quelles évolutions de la société palestinienne sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, avez-vous pu percevoir? Alors d'abord, les sociétés palestiniennes, puisque vraiment Gaza et la Cisjordanie font vie à part. Et une des choses qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'absence totale de réaction en Cisjordanie à ce qui se passait à Gaza. C'est-à-dire la marche du retour, ça a quand même été vraiment l'événement le plus significatif de ma correspondance, en tout cas le plus humainement, le plus intense, le plus fort. Et il n'y a rien eu en Cisjordanie. Il n'y a pas eu de mouvement de soutien, mouvement populaire. Alors, on pourra trouver plein d'explications, et notamment le fait qu'à ce moment-là, Mahmoud Abbas était engagé dans une sorte d'expédition punitive contre le Hamas, dont les ressorts psychologiques mériteraient une longue psychanalyse. Mais évidemment, lui, il n'était pas du tout favorable à ce moment-là à ce qu'il y ait des expressions populaires de solidarité avec Gaza. Mais bon, les gens aussi sont libres, en grande partie, on va dire. Et ils ont défié déjà dans d'autres circonstances, oui, parfois les autorités. Et là, en l'occurrence, non. Et ça, c'est très, très inquiétant. Non seulement parce que les habitants de Gaza auraient éventuellement mérité, par la tragédie qu'ils vivaient, des élans de solidarité, mais tout simplement, c'est très inquiétant parce que, encore une fois, c'est un clou de plus enfoncé dans Oslo et dans la solution à 2 États. Comment vous faites pour réunir ces destins qui sont tant séparés? Très, très compliqué. Et donc ça, c'est vraiment un aspect tout à fait spectaculaire et, à mon sens, très important. L'autre aspect, c'est... j'ai le sentiment, mais je ne voudrais pas trop m'avancer parce que franchement, je n'ai pas fait d'études sur l'opinion publique, vous voyez, je ne suis pas sociologue. Ce que je vous dis, c'est un peu impressionniste, donc ce n'est pas du tout scientifique. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi un effet générationnel chez les Palestiniens qui était tout à fait important. Alors d'abord, un effet générationnel politique entre une population très jeune et un appareil politique complètement vermoulu. C'est-à-dire, c'est vraiment le drame. D'abord, évidemment, pas d'élection. Voilà, pas d'élection, mais aussi, regardez leur âge. Si vous regardez le comité exécutif du Fatah, la moyenne d'âge, le plus jeune, je crois que c'est Saeb Erekat qui a 68 ans. Mais je veux dire, la moyenne d'âge doit tourner autour de 72-73 ans, alors que la population est tellement jeune. Et ils sont incapables de lâcher prise et de transmettre la main à une autre génération. Et ça, c'est vraiment dramatique. Ça provoque énormément de frustration dans la population parce que les gens ne sont pas idiots et ils voient bien qu'il y a cette rente. Il y a cette rente des portefeuilles, il y a cette rente des titres, des voitures. Bien sûr qu'elle existe, cette rente. Et qu'il n'y a pas de renouvellement à cause de ça. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de réconciliation entre les factions, évidemment on en parle moins, mais c'est aussi ça. On n'a pas envie de lâcher son morceau. Monsieur, devant.
Merci, bonjour. Tout d'abord, c'est très agréable de vous voir, parce que quand on vous a beaucoup lu... j'ai deux questions. La première, c'est la question du rapport aux États-Unis, et notamment une variable qu'on n'a pas encore parlé, et qui en fait complète la question sur la diaspora juive, c'est la variable évangélique. Comment elle s'articule sur le terrain? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de chrétiens dispensialistes qui s'installent. Est-ce qu'ils ont une capacité d'influence sur la politique israélienne? Enfin, je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais est-ce que, selon vous, de ce côté-là, il y a une dynamique des fois qu'on oublie un peu et qui est puissante? Et quel usage politique y en a-t-il fait? Et la deuxième question, très rapidement, c'est comment l'appareil sécuritaire israélien perçoit les dérives de Netanyahou? Parce qu'on sait qu'il a beaucoup contenu, en réalité, sur la question iranienne, Et est-ce que dans l'appareil sécuritaire, on ne considère pas, au fond... Il y a un moment donné, on ne va pas considérer que Netanyahou est un danger, en fait, pour la sécurité d'Israël. L'expression « état profond » va arriver assez vite. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais il y a des cultures administratives. Non, bien sûr. Parce que je sais que cette expression est totalement... Ouais. Alors, deux très bonnes questions. La première, je vous répondrai d'abord par une date. Le jour de l'inauguration de l'ambassade à Jérusalem, l'inauguration symbolique, puisque c'était juste le transfert de quelques euros, qui a-t-il avec David Friedman, l'ambassadeur américain, et il y a des représentants évangéliques qui sont là. Ça, c'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire, pour formuler ça de façon volontairement provocatrice, d'un point de vue électoral, Donald Trump a remplacé les juifs libéraux par les évangéliques. Et donc, évidemment, pour lui, c'est un public tout à fait fondamental, parce que les évangéliques lui passent ses affres. C'est-à-dire, eux, ils raisonnent en millénaires. Si vous voulez. C'est ce qu'ils ont de commun avec les juifs messianiques. Et donc, ils sont sur une autre échelle de réflexion et de référence. Donc, les histoires de corruption, les tweets, tout ça, pour eux, c'est pas important. La reconnaissance de Jérusalem, oui. Et donc, là, voilà, là, c'est un moment absolument fondamental. Donc les gens qui sont autour de Donald Trump et qui ont eu à gérer cette arlésienne du plan de paix, ce sont, eux, des juifs très pro-colonie, qui ne voient pas de mal à ce que les communautés juives se développent en Cisjordanie. Mais derrière les forces politiques qui s'activent, là, en l'occurrence, ce sont les évangéliques. Pardonnez-moi, votre deuxième question, c'était sur l'appareil sécuritaire. Oui. Alors, vous avez à juste titre mentionné l'Iran, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel il y a eu des divergences très profondes et qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou a fait de l'Iran depuis de très très nombreuses années, depuis 10 ans. Il suffit de regarder ses discours aux Nations Unies, c'est le point de référence. Chaque mois de septembre, Benjamin Netanyahou va à la tribune de l'Assemblée générale, et vous prenez ces discours depuis son retour au pouvoir, et vous verrez l'Iran. À chaque fois, c'est la moitié, 2/3 du discours. Avec des petits graphiques. Avec les graphiques, avec les démonstrations, etc. Donc, ça a vraiment été son obsession. Et quand on arrive au moment de l'accord sur le nucléaire iranien, dans le format P5+1, il y a non pas une unanimité, il ne faut pas non plus exagérer, mais il y a une majorité de responsables dans l'appareil sécuritaire israélien qui considèrent que c'est un moindre mal, que ça va, qu'on s'en sort bien. Ce n'est pas génial, parce que toute la partie balistique est complètement évacuée, n'est pas abordée dans l'accord sur le nucléaire, et que ça pose un énorme problème, que par ailleurs, on n'a pas trouvé de méthode pour juguler les aspirations hégémoniques de l'Iran dans la région, comme on l'a vu ensuite, en Irak, en Syrie. Néanmoins, que c'est quand même un point positif, que ça laisse une marge de manœuvre sur 10 ans pour voir, voilà, ça permet de respirer. Or, Benjamin Netanyahou a été sur une ligne absolument radicale depuis le début. C'est un accord catastrophique, voilà. Et d'ailleurs, au final, c'est quand même l'autorité politique qui l'emporte. Ouais, ça, c'est très clair. Mais moi, j'ai été frappé quand Donald Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l'accord. C'était une semaine après la conférence de presse de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, présentant
vous savez, les archives récupérées par le Mossad à Téhéran. Une opération extraordinaire. C'est pour le coup vraiment un énorme succès des services israéliens. Mais les éléments de langage, le discours de Donald Trump, c'était un copier-coller des éléments de discours de Netanyahou. Jamais la symbiose, la fusion entre les deux pays, politiquement, à mon sens, n'avait été aussi spectaculaire qu'à ce moment-là. Il y avait une convergence d'intérêts qui n'est pas systématique, mais ce jour-là, c'était vraiment spectaculaire. Juste, vous n'y étiez plus, puisque ça s'est produit après votre retour, mais on a l'impression que cette lune de miel a pris fin, c'est-à-dire que l'absence de réaction de Trump au bombardement de la raffinerie, le fait on a l'impression que même Trump avait laissé tomber Netanyahou en disant que c'est avec Israël qu'il a des relations, pas avec Netanyahou. Il s'est passé quelque chose là, dans l'entre-deux, quoi. Il s'est passé plusieurs choses, parce qu'il y a aussi, il y a quand même, on nous a parlé de plan de paix pendant quasiment 2 ans. Oui, c'est imminent, c'est imminent. Il a été reporté 2, 3, 4, 5, 8 fois. Mais en réalité, le plan de paix, le plan Trump, c'est pas un plan de paix, il ne faut pas l'appeler plan de paix, c'est le plan Trump, en fait, il est déjà réalisé. C'est-à-dire que ce cadeau-là, il a déjà été fait à Israël, parce que c'est vraiment au bénéfice exclusif d'Israël. Ça veut dire quoi? Le plan Trump, c'est les États-Unis dorénavant ne condamnent plus les colonies. Il n'y a plus d'éléments dans les communiqués du département d'État. Il n'y a plus de condamnation des colonies. C'est la reconnaissance fondamentale de Jérusalem comme capitale. Et puis c'est le Golan. Donc le plan, il est réalisé. Ensuite, moi, je pense... encore une fois, moi, je n'ai jamais approché Donald Trump. Je suis comme vous, je lis et j'entends. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement dépourvu de du moindre affect ou empathie. Pour lui, je veux dire, tout est transactionnel et forcément au bénéfice des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'a pas, lui, d'attachement viscéral à Israël, comme par exemple d'autres, comme Joe Biden peut l'avoir. Pas du tout. Donc si à un moment son intérêt n'est plus là, si son obsession c'est avant tout un retrait du Moyen-Orient, et s'il considère, parce qu'il pense beaucoup en termes de vente d'armes et de chiffres, que 38 milliards sur 10 ans d'aide militaire des États-Unis à Israël, c'est déjà beaucoup, voilà. Donc à un moment, effectivement, ça s'arrête. Alors ensuite, la vraie question, et les commentateurs en Israël sont partagés dessus, c'est est-ce que Netanyahou a trop cru à sa bonne étoile ? Est-ce qu'il a fait preuve d'une forme peut-être d'hubris ou de naïveté vis-à-vis de Donald Trump en pensant qu'il pourrait éternellement le coacher ou le maîtriser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il en aura tiré un bénéfice très important, même si, ça c'est un point quand même qui est intéressant, cette relation assez fusionnelle qu'il y a eu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou inquiète aussi beaucoup de responsables israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'effet de balancier si les démocrates reviennent au pouvoir. Et vous voyez bien aujourd'hui dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis qu'Israël n'est plus un sujet de consensus du tout. Du tout. Qu'aujourd'hui, Bernie Sanders parle d'aide militaire conditionnée, Elisabeth Warren. Elisabeth Warren qui aime bien cultiver l'ambiguïté là-dessus, mais en tout cas, il n'y a que Joe Biden qui reste Joe Biden. Donc on est sur... les lignes politiques bougent beaucoup aux États-Unis vis-à-vis d'Israël aussi. Et ça, c'est très intéressant. D'autres questions? C'est à vous. Le micro est là. Oui, bonjour. Je voudrais... Rebonjour. Oui, rebonjour. Bertrand Heilbronn, président de la FPS. Je voudrais m'adresser aux mauvais juifs. Vous disiez tout à l'heure que vous refusiez l'assignation identitaire. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais en même temps... on s'aperçoit qu'il y a une très grande différence entre ce qui se passe aux États-Unis, où en fait des personnes de conscience arrivent à se rendre audibles et avoir un poids politique, et ce qui se passe en France, où en gros l'identité juive, avec tous les guillemets qu'on peut prendre, est préemptée par Khalifa, qui représente donc le CRIF, qui représente peut-être 20% des Français qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent une identité juive. Ce qui fait que, par exemple, on arrive à des monstruosités comme le 3 décembre prochain, la discussion à l'Assemblée nationale qui va adopter une définition de l'antisémitisme qui inclut la critique excessive, pas tout à fait comme il faut, de l'État d'Israël. Donc,
La question qui se pose, c'est, il y a eu un moment où il y avait effectivement en France un mouvement juif, pas en notre nom. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas se rendre audible comme il se rendait audible il y a 20 ans? C'est un peu ma question. Alors, cette question ne s'adresse pas à moi, parce que je ne représente personne et je n'ai aucune compétence en la matière. C'est que je ne connais pas les institutions juives de France. Je n'ai aucune, vous voyez, et puis je m'en suis jamais, je n'ai jamais été familier de leurs pensées, de leurs actions. Franchement, je suis incapable de répondre. Je suis très sensible en revanche à ce qu'entreprend Delphine Orvilleur, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie, qui essaye d'exprimer une voix différente. Mais je vous le dis vraiment à titre personnel, mais ça ne veut pas dire du tout que j'adhère encore une fois, que j'adhère à quoi que ce soit. Je n'ai pas la... Si vous voulez, encore une fois, moi, je ne réponds pas que... Je ne réponds... comment vous dire, je n'appartiens pas à un groupe spécifique ou à un camp identitaire. Je ne me sens aucun droit, aucune légitimité à parler de cette façon. Mais voilà. Piotr, je ne veux pas vous pousser dans vos retranchements. Ah, je vous en prie. Non, mais au fond, vous êtes la réponse à Bertrand Heilbronn. C'est-à-dire, il y a énormément de juifs en France, dont je me retrouve dans ce que vous avez dit tout à l'heure exactement, y compris dans votre livre, qui sont juifs parce que y a une histoire, il y a les parents, il y a la guerre, etc., mais qui n'ont pas d'autres définitions juives. C'est pas religieux, c'est pas évidemment pas de soutien à Israël ou de sa politique. Et tous ces gens-là n'existent pas comme juifs. C'est-à-dire, on ne va pas invoquer leur voix. Donc, on entend les juifs organisés comme juifs, dans la communauté juive organisée, comme elle s'appelle, on n'entend pas les autres. Je prends toujours cet exemple. Alors, aujourd'hui, c'est un exemple particulièrement visible parce qu'il y a une pétition pour la défendre. Mais Esther Benbassa a été agressée d'une manière ordurière dans un texte et son mari avec elle. Mais normalement, quand Esther Benbassa dit quelque chose ou quand Jean-Christophe Attias dit quelque chose, c'est pas en tant que juif. Donc personne va dire ah, mais les juifs pensent que. Ben non, puisque eux ne se définissent pas d'une manière active. Donc on a une espèce de... Je dis ça parce que c'est un problème très compliqué. Une espèce de jeu de miroir dans lequel on ne reconnaît qu'une partie des juifs français, et pour cause, puisque les autres n'affichent pas cette identité comme étant leur identité centrale. Voilà. Mais vous ne m'avez pas poussé dans mes retranchements, là, si? C'était ça? Non, c'est tout. Et c'était pour dire que vous étiez la réponse, en fait, à ce que disait Bertrand. Donc, Maurice avait demandé depuis longtemps. Excusez-moi. Non, ici. Voilà. Je voulais vous poser deux questions. La première par rapport au président de l'État. Il semblerait qu'il est pour Eretz Israël, mais en même temps pour une véritable démocratie, pas seulement pour les Juifs. Vous avez parlé d'ailleurs de la démocratie, je vous ai dit, elle est pour les Juifs sans doute, mais pour tout le monde. Est-ce que cela progresse chez un certain nombre d'Israéliens? C'est ma première question. Est-ce que ça peut avoir du poids, même dans les prochaines élections, car on va sans doute à de nouvelles élections s'il n'y a pas ce gouvernement dans les prochains jours. La deuxième question, qui va un peu à l'encontre de tout ce que vous nous avez dit par rapport la Palestine, ça n'existe pas, l'occupation ne coûte pas très cher, enfin, etc., tout ce que vous avez développé. D'après certains observateurs ou amis qui vont là-bas, nous indiquent que l'Israélien moyen a peur. Alors, y a-t-il effectivement de la population cette peur? Et comment peut-elle avoir cette peur, sinon, parce que Netanyahou joue là-dessus totalement, alors que l'armée israélienne est une des armées les meilleures au monde, certainement, à mon avis, plus forte que l'armée française, que d'autre part, ils ont la bombe atomique, etc. Pourquoi l'Israélien moyen vivrait-il dans la peur? Piotr. Moi, je n'ai pas ressenti de peur chez les Israéliens. Je ne sais pas... c'est pas le mot que j'emploierais. En revanche, et je pense que les deux questions que vous posez de ce point de vue-là sont étroitement liées, je suis frappé, malgré
l'intensité de la vie démocratique israélienne, malgré le pluralisme qui existe, pluralisme politique et pluralisme médiatique, je suis frappé par l'incapacité à poser dans le débat public les questions existentielles. C'est-à-dire qu'elles sont largement absentes. On parle de beaucoup de choses, mais pas beaucoup des questions existentielles. Et ce que vous soulignez là, concernant le président Rivlin, c'est une question existentielle. C'est que combien de temps peut-on vivre dans l'ambiguïté sur la fin de l'occupation? C'est une réinterrogation. Est-ce que l'occupation est-il un régime destiné à se perpétuer indéfiniment, de génération en génération, avec toujours la plus grande sophistication? Je n'ai pas de réponse à vous apporter à ce sujet. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que, bon, il y a des polémiques qui apparaissent au moment effectivement des élections, où vous voyez bien que les lignes bougent, où tout d'un coup, Benyamin Netanyahou parle, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est important, Benyamin Netanyahou par 2 fois soutient l'idée d'annexion, même d'annexion partielle, même en disant on ira vers, peu importe les précautions oratoires. Certains disqualifient ces propos en les qualifiant de propos d'estrade, et en disant qu'après tout, voilà, on a toujours la langue un peu chaude pendant en campagne, et puis après on pourra toujours revenir dessus. Moi je ne crois pas. Je crois que la conséquence est tout à fait dramatique, non pas parce que s'il restait au pouvoir, il réaliserait l'annexion même partielle dans les mois qui viennent. C'est pas pour ça, j'en doute, à vrai dire. Mais c'est absolument dramatique parce qu'il rend légitime des propos qui étaient encore extrémistes avant. Et que c'est ça la rupture. La rupture, elle commence par les mots que vous employez, par ce que vous considérez comme acceptable ou pas. Et aujourd'hui, le fait de parler d'annexion n'est plus devenu saugrenu ou extrémiste. Ou réservé vraiment à une espèce de petite minorité d'illuminés sur les collines. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Comment on revient de ça? Moi, je ne sais pas comment on en revient. Mais il y a donc la banalisation de ce projet-là dans les mots et sans véritable discussion sur le fond, sur ce que ça signifierait. Donc, par exemple, Naftali Bennett dit pas d'État palestinien, mais une autorité palestinienne sous stéroïdes. C'est son expression. C'est-à-dire, en gros, on va acheter leur silence avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il y aura une toute petite autonomie palestinienne, zone A, peut-être un peu zone B, et on va leur donner de l'argent, on va leur construire 1 ou 2 routes de contournement, peut-être on va pouvoir les relier au port de Haïfa pour qu'ils puissent avoir un accès à la mer, et puis, voilà, et c'est tout. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec, par exemple, avec les Palestiniens qui vivent en zone C? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est-à-dire, quel est leur statut? S'il y a une annexion de la zone C, alors, il y a des estimations un peu différentes sur le nombre de Palestiniens qui y vivent, mais disons qu'ils soient 80 000, 100 000, voilà. Bon, mais ils deviennent quoi si ça devient une partie d'Israël? C'est des citoyens de seconde zone? Est-ce qu'ils ont le droit de vote? Ils votent quoi, uniquement aux élections locales? Ils participent aux élections en Israël? Ce sont des questions absolument essentielles. Et qu'en est-il de l'équilibre démographique aussi? Bon, ces questions-là, elles ne sont jamais abordées de façon claire, assumée, et sans même parler de sereine, dans le débat public en Israël. Et ça, c'est très dommageable. Donc je ne crois pas qu'il y ait de peur, mais je crois qu'il y a pour beaucoup une ignorance de ce qu'est la réalité de l'occupation et un déni des conséquences. Voilà. Si je peux ajouter, Rivlin a commis quasiment un blasphème, parce qu'il a dit, si on annexe, pas de problème, mais les Palestiniens vont avoir les mêmes droits que les Israéliens. Alors là, on est dans l'État binational, au sens... voilà. C'est quand même très curieux. Cet homme est très curieux. On a du mal à le comprendre. Hein. Il a été s'excuser de Kfar Qassem. C'est un homme vraiment brillant. Vraiment étonnant. C'est le dernier, au risque de vous choquer, avec Netanyahou, c'est le dernier des lettrés. C'est parce que Netanyahou est aussi un homme de très grande culture et qui lit énormément. Voilà. Mais Rivlin est un homme avec une culture religieuse, une culture du judaïsme, vraiment imprégné de ses lectures, et avec, je pense, un vrai sens de la justice qui est tout à fait rare aujourd'hui.
Et de ce point de vue-là, c'est un peu aussi un dernier des Mohicans. Et je le dis d'autant plus, et encore une fois je le souligne, qu'il a tenu des propos hostiles à la création d'un État palestinien. Mais il faut tenir les deux bouts. Et il faut reconnaître cette épaisseur intellectuelle à Reuven Rivlin. Mais bon, pour répondre à votre remarque, c'est d'autant plus difficile de parler du sort de ces Palestiniens qui seraient absorbés en cas d'annexion que vous voyez bien qu'on stigmatise la minorité arabe en Israël, qui représente 19% de la population, alors qu'honnêtement, elle ne pose pas de problème. Au contraire, c'est aussi une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a au niveau politique un langage incendiaire qui est tenu, une stigmatisation, mais dans la réalité, les choses se passent bien, se passent assez bien globalement. Il n'y a pas de... vous avez l'émergence d'une classe moyenne arabe qui est tout à fait évidente. Vous avez des Arabes israéliens qui intègrent des grandes entreprises, par exemple dans le domaine de la high-tech. Il y a aussi des formes d'interaction qui se développent. Je veux dire, ça aussi, c'est Israël. Et donc, voilà. Et ça, évidemment, dans le cadre d'une campagne, on en parle moins parce que personne ne veut assumer, dans ces campagnes complètement hautement inflammables, ne veut assumer de prendre en quelque sorte la défense de l'intégration de la minorité arabe. On va vous laisser le temps de dédicacer quelques livres. Et donc, je vous remercie Merci infiniment. beaucoup. C'était passionnant.